Du côté d'Emmanuel Macron, je pense qu'on s'attend à une autre opposante que la Marine Le Pen de 2017. Donc, on voit aussi que Marine Le Pen, en tout cas, a choisi de se préparer. Alors, en fait, elle a eu 5 ans pour se préparer, mais là, elle s'est retirée là, depuis quelques jours, enfin, depuis 48 heures. Elle va se mettre au vert. Elle a choisi d'utiliser ce qu'on appelle en boxe un sparring partner, donc une sorte de Macron ou un clone de Macron pour s'entraîner face à une personne, en tout cas un individu qui comporte des traits ou qui lui ressemble un petit peu. Donc, dans les points forts, elle arrive dans ce débat avec un avantage considérable arithmétique, puisqu'elle a un réservoir de voix. Donc, on sait que les sondages sont un petit peu plus serrés aussi qu'il y a 5 ans. Il y a tout le processus de dédiabolisation qui, finalement, a débouché sur la surprise du chef, qui était Éric Zemmour, qui lui a permis de se normaliser encore davantage. Et donc, je pense qu'elle va tenter d'incarner justement cette France apaisée, puisqu'elle va probablement vouloir présenter Emmanuel Macron comme celui qui, au contraire, est le représentant du chaos, celui qui sème la discorde, et puis jouer et appuyer justement ou insister sur son bilan de ces dernières années, des gilets jaunes au Covid, en passant par d'autres dérapages et affaires qu'a connu ce quinquennat. Emmanuel Macron, de son côté, en fait, il a l'opposante face à lui qu'il voulait. Donc, il avait préparé ça là aussi depuis 5 ans. Son rêve, c'était d'avoir un match retour, de nouveau d'avoir une Marine Le Pen qui s'était déjà totalement effondrée en direct en 2017 devant lui, et en se disant que finalement, c'est probablement la candidate qui va me poser le moins de problèmes. Étant donné aussi son héritage, c'est une Le Pen, donc par définition, elle vient de l'extrême droite. On peut toujours jouer cette carte-là. D'ailleurs, on le voit, il y a cette stratégie de la rediabolisation de l'entre-deux tours. Alors que pendant des années, on l'avait épargné, Marine Le Pen, on ne l'a pas trop attaqué sur son passé ou sur son ancrage idéologique. Là, maintenant, en 2 semaines, on voit qu'on tente de nouveau de jouer cette carte-là, de faire barrage contre l'extrême droite. Voilà, moi je pense que en 15 jours, c'est difficile, je veux dire, de changer totalement le cas d'interprétation d'une personnalité politique. Mais donc, il y a toujours cet avantage-là. On est face à l'extrême droite, et donc on n'est pas face à une candidate comme les autres. Et par définition, il y a toujours moyen de jouer cette carte-là, cet atout particulier. Il y a des points communs dans la communication de Marine Le Pen et celle, bien sûr, de Donald Trump. C'est d'une part l'hostilité des médias qui va être instrumentalisée par la candidate du Rassemblement national, en disant mais regardez, finalement, l'ensemble du système médiatique et l'ensemble du système politique est contre moi. Donc, par définition, je suis finalement l'unique alternative. J'incarne à moi tout seul je dirais une sorte une candidature de rupture, et donc par définition ça peut jouer, et surtout on le sait, y compris à gauche dans les soutiens de Jean-Luc Mélenchon. Mais il y a un point qui distingue la candidature de Marine Le Pen et celle de Donald Trump, c'est que Donald Trump, il avait le Parti républicain derrière lui. Et le Parti républicain, c'est pas un parti d'extrême droite, c'est un parti institutionnalisé, qui est un des 2 grands partis du système politique américain. Et donc, il y avait toujours cette légitimité-là d'avoir une famille politique respectable qui soutenait à 100% sa candidature. Marine Le Pen, elle ne bénéficie pas de cette assise institutionnelle. Le Rassemblement national, on sait très bien que finalement, c'est simplement le nouveau vernis mis sur le Front national, avec toute une série de départs, donc des poids lourds qui ont quitté le navire pour rejoindre Éric Zemmour. Donc, elle est assez seule. Et là, il y a quand même une différence fondamentale entre elle et un Donald Trump qui, certes, était une sorte d'ovni en politique, avec une candidature populiste très claire, très clairement identifiable. Marine Le Pen est une candidate populiste, elle se revendique du peuple, c'est son thème de campagne. Elle ne fait pas campagne à droite ou à gauche, elle fait campagne sur le pouvoir d'achat, et surtout elle s'adresse au peuple avant tout. Elle dit voilà, c'est quand le peuple vote, le peuple gagne. Donc là, il y a des éléments quand même qui, là aussi, font un petit peu songer, un petit peu penser à cette campagne de Donald Trump en 2016.
n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc, il y a pas eu énormément d'abord de débats. Moi, ce qui m'a profondément marqué, c'est justement les dispositifs de médiatisation des candidats. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on connaissait, ce qui fait partie d'une certaine manière du folklore républicain, il n'y avait pas ces grands débats qui opposaient effectivement les candidats. Alors bien sûr, on a beaucoup parlé du débat du premier tour qui a fait défaut, mais surtout, on a vu que finalement, c'est des productions de type infotainment, hein, du divertissement. Je pense à l'émission d'Hanouna, je pense à d'autres émissions effectivement qui ont tenté des choses qui ont permis de mieux connaître les candidats et de les faire un petit peu, je veux dire, sortir de leur zone de confort. Donc, ce qu'on a vu sur les grandes chaînes, soit TF1 ou France 2, finalement, c'était une succession de témoignages ou de séquences stand-up. C'est une campagne à fleuret moucheté où on ne sait pas vraiment, on n'a pas vraiment pu comprendre très bien quelles étaient les priorités pour les uns et les autres. On sait très bien qu'il faut imposer un thème dans la campagne. Et là, Marine Le Pen, elle a bien, je dirais, elle a une bonne inspiration en choisissant le pouvoir d'achat très tôt. Donc, il y a une forme là aussi de légitimité, puisque contrairement au thème traditionnel de l'extrême droite, l'immigration, l'insécurité, elle a choisi très tôt de communiquer sur le pouvoir d'achat. Mais du côté d'Emmanuel Macron, on a affaire à un président qui n'a pas voulu faire campagne, en fait, et qui est entré en campagne très tardivement et qui a voulu jouer jusqu'au bout sa partition de président, sa stature présidentielle, qu'il a absolument voulu préserver et surtout ne pas égratigner dans l'exercice. En fait, le choix des présentateurs relève toujours d'une négociation. C'est-à-dire que vous avez toujours les équipes de campagne des deux finalistes, hein, des candidats qui arrivent au second tour, qui vont mettre leurs conditions sur la table et qui vont imposer ou en tout cas exclure des noms. Donc, il n'y a rien de neuf là-dedans. Ça a été déjà le cas auparavant. Alors, il y a quelques éléments qui ont fuité, bien entendu, notamment le cas d'Anne-Sophie Lapix qui a été directement rejeté, en tout cas par les équipes de Marine Le Pen, notamment parce qu'elle estimait, en tout cas Marine Le Pen estimait que Anne-Sophie Lapix n'était pas capable d'une certaine manière de ne pas montrer une forme de partialité à l'écran, et que donc son non-verbal, sa communication non-verbale allait probablement jouer en défaveur, allait probablement peut-être désavantager la candidate du Rassemblement national. Le fait que qui sera le réalisateur, par exemple. Alors, c'est un choix intéressant en tout cas étonnant, puisque c'est un réalisateur d'émissions de variété, notamment des émissions de l'animateur Arthur sur TF1, donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et puis le duo, Léa Salamé et Gilles Boulot. L'avantage, c'est probablement aussi, l'avantage pour les deux candidats, c'est que aussi bien sûr Emmanuel Macron, mais aussi Marine Le Pen ont l'habitude de faire face à ces deux journalistes, et donc il y a des réflexes, il y a une sorte de routine quand même qui a pu se mettre en place au fil des ans. La durée, on la connaît aussi, 2h30 plus ou moins. Visiblement ici, ils seront probablement assis. Tout ça est négocié. Hein, y compris la température sur le plateau. Il y a des candidats, en tout cas des personnalités politiques qui préfèrent des plateaux frais pour éviter de transpirer. C'est très bien que ça a été fatal à l'époque déjà pour Nixon, qui faisait face à JFK, à John Fitzgerald Kennedy. Donc tous ces petits détails sont mûrement réfléchis et sont négociés et font l'objet d'une âpre discussion, et on en saura peut-être davantage à ce moment-là.